de sa puissance, et puis finalement ben, on vieillit et on perd le pouvoir et les choses. Bon, alors, donc, par rapport à votre réponse, je voudrais dire une chose. Il y a une influence. Est-ce que vous avez parlé du calendrier des bergers? Non. C'est une grande encyclopédie, le calendrier des bergers, qui paru à la fin du XVe siècle, et qui traite de toutes sortes de sujets, non seulement de l'astrologie, mais des quatre éléments, de l'enfer, de la mort, etc. Donc finalement, il semble, quand on regarde la totalité de l'iconographie du calendrier des bergers, que ça recoupe en grande partie toute la symbolique du tarot. Et notamment dans le cas de la roue de fortune, il y a une scène de l'enfer où on voit les damnés sur une roue, qui tournent sur une roue. Donc en fait, il faut faire très attention. Il y a le problème des, comme vous dites vous-même, il y a le problème des commentaires, du nom qu'on donne aux choses, de l'utilisation qu'on fait des choses, mais il y a le problème de l'origine de l'image. Et apparemment, l'origine de l'image de la roue de fortune, ça n'a rien à voir avec la roue de fortune, c'est une scène infernale. D'ailleurs, le diable aussi fait partie de ce schéma, la mort fait partie de ce schéma. Donc, effectivement, il y a d'ailleurs une sorte de danse macabre dans le calendrier des bergers, qui est un ouvrage fondamental, qui est paru à la fin du XVe siècle, qui est certainement plus ancien, et qui a continué à être réédité jusqu'à nos jours, en fait, il a été traduit en anglais, etc. Et donc, effectivement, c'est une piste que vous n'avez pas explorée. Non, c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est bien gentil de dire la roue de fortune, c'est la roue de fortune, mais ça, c'est une certaine lecture possible. Mais en réalité, il y a, quand on regarde toute le calendrier des bergers, je ne sais pas si ceux qui vous connaissent, c'est un ouvrage fondamental de l'astrologie, de la littérature astrologique, de la littérature populaire. Il y a la représentation des planètes, il y a la représentation des tempéraments, il y a la représentation de l'enfer, de la mort, etc. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est de trouver un ouvrage où on retrouve un grand nombre d'éléments. Ce n'est pas de dire dans un cas il y a ceci, dans un cas il y a cela. Là, effectivement, c'est une masse, c'est une somme d'informations qui semble avoir été utilisée pour réaliser le tarot. Non, je suis d'accord. Mais justement, voilà, c'est là où je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord que si on veut aller loin, au début du XIIIe, c'est au XIIIe siècle que beaucoup de choses commencent. Il y a par exemple la danse des morts, il y a Jacques de Voragine. Jacques de Voragine qui était un Génois qui a créé ce monument sur la vie des saints, hein, la légende dorée. Alors je ne suis pas tous au courant de la légende dorée, mais la légende dorée, on continue encore à la procure, à l'imprimer aujourd'hui. C'est quelque chose qui date du XIIIe siècle. Il a passé sa vie entière d'ailleurs. Il est devenu cardinal à Gênes d'ailleurs, oui, voilà. Et Jacques de Voragine, c'est un exemple typique d'une des sources. Il a collectionné des ouvrages latins des premiers pères de l'Église. Il a fait un travail de synthèse énorme. Et pourquoi je parle de Jacques de Voragine, la danse des morts ou des choses comme ça, c'est que déjà, dès le XIIIe siècle, il y avait toute une symbolique qui s'est développée concernant énormément de vertus, de force, de choses. Et on avait l'habitude, là je vais vous parler de quelque chose qui j'espère va vous parler, encore une fois à l'école, le roman de Renard. On utilisait énormément les animaux, une idéalisation des animaux pour représenter certaines forces, certaines vertus, certaines qualités. Et les prêcheurs s'inspiraient d'ouvrages comme ceux-là, comme ceux de Jacques de Voragine ou autres, pour définir des symbolisations diverses et variées. Alors, chacune, et c'est à la Renaissance avec le maniérisme que ces choses-là vont prendre le plus d'ampleur. C'est-à-dire que sur un même tableau, tout bête, vous voyez par exemple Dürer. Dürer, il va vous représenter une dame avec une hermine, par exemple. L'hermine, c'est le symbole de la pureté. Mais l'hermine, c'est aussi le symbole du blason, du baron. Donc finalement, en tenant cette hermine, elle tient son baron, enfin, elle montre qu'il y a un lien avec telle famille noble, etc. C'est un niveau de symbolique imbriqué très complexe et qui ne facilite pas la lecture des choses. Mais au niveau des tarots, les cours d'Est, de Ferrare, qui ont débuté cette série-là, se sont attachés à
se relier à toute cette symbolique complexe, mais en même temps, c'était surtout inspiré par l'idéal chrétien et par la façon dont ils ont exprimé les choses est quand même très codifiée, très précise. Et il n'y a pas d'interprétation, de mésinterprétation possible avec différents ouvrages ou courants existants. Il y a eu une émission très récemment sur la 5e chaîne qui voudrait rattacher, qui utilisait justement les tarots de Marseille du XVIIe siècle avec la philosophie de Marcel Fissin, qui, lui, est du 15e. C'est une hérésie. C'est le genre on ne peut pas prendre des symboles et des éléments d'une époque et les interpréter avec la philosophie d'une autre. C'est pour ça que les tarots vénitiens du XVe siècle sont issus dans un endroit bien circonscrit avec une pensée, une philosophie de ces grandes cours magnificantes, de ces grandes fêtes carnavalesques et autres. On en a une vision assez claire, mais on ne peut pas échafauder trop de théories avec soit justement ces pensées du XIIIe, XIVe siècle. En effet, les danses des morts, il y avait des représentations, on voit des papes, des évêques qui sont menés par la mort et qui sont voilà, conduits à leur fin dernière, ou des choses comme ça. On ne peut pas mélanger toutes les choses, je pense. Il faut rester bien précis dans cette question d'histoire de l'art et de symbolisme. Mais concrètement, du coup, la fortune, ça indique quoi? La fortune, ben, non. Pour moi, je reste à dire, et d'ailleurs, sur ces anciens tarots du XVe siècle, ils ont souvent rajouté des petits, comme ils faisaient sur les enluminures de l'époque, comme les bandes dessinées, hein, ils ont rajouté des petites explications, et on voit 3 personnages qui tournent sur la roue. Alors, ça se termine par un vieillard qui rampe là, à la fin. Et le premier, il dit je monte, l'autre qui est au-dessus dit je règne, et l'autre dit je déchois, et puis le dernier il dit plus rien parce que voilà, et donc c'était vraiment les vicissitudes de la vie humaine pour dire que ma foi il y a des hauts et des bas, et que la fortune justement c'est ça, c'est quelle que soit ta gloire et ta puissance au prince, tu auras une fin comme tout le monde, et qu'il faut faire attention, c'était donc une modération, hein, un rappel que justement, il faut mieux prier dur et penser à ses fins dernières que de vouloir, comme tous ces condottières de l'époque, ne vivre que par l'épée. C'était donc une sorte de sagesse simple. Voilà. La carte de la roue de la fortune. Et d'ailleurs, la roue de la fortune, on la verra jusqu'à de nos jours dans les loteries et des choses comme ça, hein, d'ailleurs. Pour montrer que la chance tourne, que la chance, c'est la chance. Hein, ça peut aller bien, et puis faire attention, il ne faut pas se baser là-dessus. Pour ça qu'on dit la retourne. Et la retourne, mais merci, non mais exactement. On peut dire la route de l'infortune. Oui, aussi. Si on veut voir les choses en noir. Oui, c'est positif. Oui. Combien on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est pas ce que je voulais dire. En noir, c'est quand ça mal tourne. Vous connaissez Jacques Callot. Jacques Callot, c'est un graveur lorrain du XVIIe siècle. Alors c'est bien après les tarots, c'est bien après tout ça. Et on était après la contre-réforme, etc. L'idéal chrétien en avait déjà pris un coup. Et pourtant, il a été aussi à Florence, comme beaucoup d'artistes, il voyageait beaucoup. Et il a fait une série de gravures qui a eu un succès énorme, qui représentait les 7 péchés capitaux. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est par rapport à cette histoire-là. On voit ici la luxure avec une chèvre. Alors vous allez me dire aujourd'hui une chèvre. Non mais voilà. C'est l'année de la chèvre. C'est l'année de la chèvre, justement. Alors là, il y a un petit diable. Là, le petit diable, il est venu un peu tardivement. Mais c'est pour dire que même encore dans ce XVIIe siècle tardif, on continuait à utiliser cette symbolique qui vient du XIIIe siècle, où on mélangeait des plantes, des animaux, ça venait aussi du blason,
Et donc finalement toutes ces choses-là se mélangeaient dans un dessin et finissaient par faire des messages complexes. Ça en est arrivé au maniérisme du XVIe siècle, hein, en fait. Mais ce langage était beaucoup plus clair, heureusement, pour les gens de l'époque que d'une autre. Mais on voit que ça perdurera, et les fables de La Fontaine, d'ailleurs, ne sont pas aussi qu'une résurgence un peu de ces qualités qu'on prêtait à certains animaux. Et tous les prêcheurs de l'époque utilisaient ces livres, ces ouvrages, et c'était comme des moyens mnémoniques, en fait, pour certains, d'ailleurs, de se rappeler certaines vérités, certains messages. C'était peut-être pas bête d'un certain côté. Bon, c'était une façon... parce qu'on vivait encore dans un monde qui était beaucoup plus lié au monde naturel, justement la nature, les plantes, etc., que le nôtre, qui se détache de plus en plus. Et à travers la façon dont tu nous as présenté le tarot, je te remercie d'ailleurs parce que je le connais, mais pas dans ces détails-là. Je suis frappé par l'actualité de ce tarot actuellement dans ce que nous vivons. Bon, rien n'a changé en fin de compte. La terminologie a changé, les expressions ont changé, les images ont changé, mais la donne est toujours la même. Hein. Je crois qu'une tarologue va pas dire le contraire. Et c'est très étonnant de voir ça. À travers ce que tu viens de dire, j'ai découvert effectivement que, bon ben voilà, l'ésotérisme actuel, c'est ça, hein, il n'y a pas à chercher plus loin, que ce soit au XIIIe siècle, la vérité humaine n'a pas changé, elle a changé d'expression. Voilà, alors je voulais souligner ça parce que à travers ce que tu as dit, ça m'a vraiment explicité cette idée-là, et tu es beaucoup plus calé que moi je ne connais pas grand-chose, mais c'est très intéressant de savoir ça. Hein, très intéressant. Merci. Alors, ce fameux tarot de Marseille, Jodorowsky a rappelé la pratique. Là, tu vas encore me rebrancher, là. Non, mais Jodorowsky, c'est l'exemple typique de ce courant qui est venu à travers le XVIIIe siècle, avec Cour de Guédelin, avec les Etela, tous ces occultistes qui ont créé une sorte d'histoire du tarot un peu imaginée, en la rattachant à l'Égypte, en la rattachant à des théories kabbalistiques, que sais-je, alors que l'histoire de l'art ne dit rien dans ça. Ça n'enlève rien, encore une fois, à l'histoire de l'imaginaire. On a tous les droits, en fait. Et d'ailleurs, il y a un très grand occultiste anglais qui est à la source du tarot de Marseille. C'est le Waite, dont je veux parler au XIXe siècle. Waite, c'est un occultiste anglais qui a créé un nouveau tarot au XIXe siècle, qui avait demandé à Pamela, c'est pour ça que je t'appelle Pamela, j'ai perdu son nom, Pamela Smith, une artiste de l'époque, de créer un nouveau jeu de tarot inspiré du tarot de Marseille, et ce qu'on appelle le Rider-Waite aujourd'hui, qui est le tarot anglo-saxon, le tarot de Marseille anglo-saxon, qui est venu de cette époque-là. Et Waite, qui est pourtant un très grand occultiste, il a écrit The Pictorial Key of les clés picturales du tarot. C'est un ouvrage, une référence encore aujourd'hui. Eh bien, dans cet ouvrage-là, en introduction, il dit tout de suite, la première chose qu'il dit, moi, je n'ai rien à faire de l'histoire du tarot. Il le dit clairement, mais moi, je m'adresse à l'occultisme, au monde de l'occultisme, et je crée mon histoire. Voilà. Et lui, au moins, il est clair. Il a dit au départ, c'est un monde, une histoire imaginaire, et voilà. Et bon. Et au moins, il est clair. Il ne joue pas sur les deux tableaux en faisant du pseudo... Et Jodorowsky, justement, en voulant créer une histoire du tarot de Marseille, et en se rattachant justement à la maison Camoin et autres, qui a bien existé, et qui est une maison très tardive, veut recréer une espèce de tarot originel. Le tarot de Marseille n'est pas originel, il est tardif, il est du XVIIe siècle au mieux, c'est une reprise française de choses qui existaient dans le Piémont, dans le nord de l'Italie.
et point barre. C'est comme l'exégèse biblique. L'exégèse biblique, ça a défrisé beaucoup de gens à une époque, parce qu'en effet, bon, quand on a commencé à réfléchir sur la Bible et à montrer que finalement, par exemple, l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse n'étaient pas de Moïse, qu'il y avait dans ces 5 livres qu'ils étaient peut-être une compilation de différents auteurs, etc., etc. Certains ont vu la fin du monde dans certains milieux traditionnels, religieux ou autres. En fait, personnellement, ça n'a rien enlevé à la valeur de la spiritualité qu'on peut avoir, au respect qu'on peut avoir pour un ouvrage. C'était 2 choses différentes. Là, de dire par exemple qu'il y a une histoire de l'art très précise et une histoire des cartes à jouer qui est datée, chiffrée, claire, n'enlève rien n'enlève rien à ce que des gens, en effet, développent des tarots de Marseille, et je respecte les développements, mais il ne faut pas qu'il aille trop loin d'un certain côté. Voilà. Bon, enfin, bon, ça c'est mon... Là, vous me chauffez, là, un peu, là. Il faut que je me calme aussi. Il y a parfois une forte adaptation à la symbolique moderne. Oui, des symboles anciens à la symbolique moderne. J'en veux pour exemple que je suis allé la semaine dernière en Bretagne pour un pardon, et c'est un pardon d'un saint, c'était contre la rage. Et la rage n'existant plus, ils font toujours ce pardon contre la rage dedans. Je prends cet exemple pour illustrer l'interprétation moderne qu'on peut faire de symboles anciens, qui gardent quand même toute leur actualité, puisque les gens qui allaient pour le pardon pour la rage dedans, c'était issu du pardon pour la rage. D'ailleurs, dans cette petite église, c'est au Fawet, voilà, et sur l'autel, etc., il y a des tas de symboles, et quand on a expliqué, quand on a évangélisé en quelque sorte la Bretagne, les Bretons étaient gentils et se sont laissés évangéliser, mais ils ont gardé leur saint quasi-païen, ils ont rajouté des symboles que l'Église elle-même ne connaissait pas, c'était les fabricants. Et d'ailleurs, dans cette église, il y a également un compas et une équerre qui s'appelle maçonnique. Alors, j'ai un peu échappé à l'idée centrale de ce qu'a fait Philo, mais de ce qu'a fait Destin, pardon. Mais je voulais dire qu'en respectant la tradition, on peut avoir une forte adaptation au monde moderne sans pour autant trahir cette tradition. Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais. Voilà. Oui, je voulais poser une question, puisque peut-être que je vais encore alimenter, mais quand on va dans une librairie ésotérique aujourd'hui, on a le fameux jeu K-, voilà. Et il explique qu'il a pris des tas d'anciens jeux, qu'il fait des recherches informatiques pour retrouver le jeu originel qui serait soi-disant du XIIIe siècle. A priori, ce n'est pas le cas du tout. Donc. Non, impossible. Impossible parce que alors, là on a, c'est daté. 1360, 1370 au maximum, on a les premiers signes, soit avec des édits contre le jeu, et alors il faut en plus être très prudent parce que de nombreux ouvrages cités, parfois c'est cité dans des ouvrages plus anciens qui reprennent, qui affirment des choses d'avant, alors on n'est pas très sûr, le latin n'est pas non plus très clair, et il y a beaucoup de chercheurs comme Stuart Kaplan, un chercheur américain, qui a remis à plat beaucoup de ces prétentions dans beaucoup de documents, même qui étaient soi-disant repris par des universitaires, qui étaient soit inexistants ou erronés. Donc il faut être très prudent, mais enfin on peut être à peu près sûr quand même de 1470, 1480, comme l'apparition des cartes à jouer, pas de tarot même. Cartes de tarot, ça sera beaucoup plus tardif, 1480, 1490. Surtout qu'en plus, dans le jeu de K-, il y a et les chiffres et les noms. Voilà, ouais. Oui, voilà. Et là, il y a une trentaine d'années entre les cartes à jouer et les cartes de tarot. Et en plus, très certainement, là encore, il faut être... ça saute aux yeux, je pense. L'imprimerie, la gravure, toutes ces choses-là nous viennent de Chine.
la route de la soie se terminait à Venise. Tout nous est venu de là-bas. Il y a des chercheurs américains, Wilkinson et d'autres, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans, moi ça me passionne, mais bon, ça c'est autre chose, qui ont fait des études très très sérieuses sur les sources chinoises des cartes à jouer, qui sont beaucoup plus anciennes là-bas, et qui reprennent en même temps les trois suites ou 4 suites de cartes, de 13, exactement pareil. Et donc ils ont fait des études très sérieuses pour montrer que très certainement c'est un import. Oui, mais de quelle époque? De cette fin 14e siècle, 1360, 1370, ça correspond à Marco Polo. Il avait écrit un ouvrage fantastique à cette époque-là, enfin, le monde de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, là commençait il y avait un boom économique, politique, culturel, et on est à ce tournant-là. Et viendra en fait, un peu après les cartes, viendra l'imprimerie, viendra beaucoup de choses comme cela. Ils ont ça à l'E King, ils sont forts. Hein? Ils ont ça à l'E King, ils sont forts. Oui. Ah non, mais c'est... Voilà. C'était un pays très avancé sur certains points par rapport, on leur doit beaucoup certainement. Voilà. Je viens de me ressouvenir, il y a eu une expo sur les cartes en ce moment. Je ne sais plus où. Je me souviens, ils ont montré des cartes en cuir faites par les Indiens d'Amérique. Et je retrouve. Et sinon, je vais faire une remarque parce que tu as fait une remarque très intéressante sur le fait qu'on ne peut pas élucider la compréhension d'une époque par rapport à une autre. Moi, ça paraît évident. Je m'intéresse aussi aux symboles. J'ai remarqué que les symboles respiraient, c'est-à-dire qu'à une époque, ils peuvent être complètement abscons, incompréhensibles. À une autre époque, certains vont commencer à les conceptualiser. Ensuite, on va commencer à les mettre en représentation, donc sur du papier, sur de la pierre, de la sculpture. Et puis à une autre époque, on peut en faire des objets matériels, concrets. Et ça peut repartir à l'envers. Les nouveaux objets peuvent donner des sources d'inspiration et le cycle repart. C'est pour ça que j'appelle la respiration entre l'esprit et la matière, mais il y a plusieurs plans intermédiaires. J'en ai fait la démonstration pour le caducée et la croix, avec justement des cercles concentriques comme ça, où on voit les différents développements. D'autres remarques? Je voudrais revenir sur le point de chronologie là, que tu as évoqué il y a quelques instants. J'ai pas très bien compris. Tu as parlé des années 1490. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de ces déterminants? C'est l'apparition des cartes de tarot dans les cours de Ferrare et de Milan. Et ce sont non seulement des traces écrites, mais ça correspond à des fresques, comme la fresque que l'on a à la Villa Borromée à Milan, qui date de ces époques-là. Et c'est l'époque, c'est exactement comme l'anthropologie, on a des squelettes, on a encore des tarots existants de ces époques-là. On a au moins, je crois, une quinzaine de jeux existants, alors dans différents musées et collections un peu éparses par le monde, déjà, c'est la complexité. On a encore une quinzaine de jeux qui datent de ces époques-là. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y a rien avant? Les tarots sont une production d'origine italienne, certainement dans les cours de Ferrare ou de Milan, de cette époque-là, 1480-1490. Et donc avant, qu'est-ce que c'est? Avant, ce sont les cartes à jouer, qui sont des cartes qui se sont standardisées petit à petit avec 4 couleurs, mais il y avait déjà 52 cartes. Parfois, il y a eu un peu plus parce qu'on a gardé une cour où le roi, la reine, il y avait 2 lieutenants et encore un valet avec une courtisane avec la reine. Donc ce nombre de cartes était... Par les arcades majeures, ça ne date pas d'avant cette période-là? Non. C'est ça. Historiquement parlant. Donc c'est exactement contemporain du calendrier des bergers, qui parlait en 491, 92. Voilà. Oui, alors c'est pas une coïncidence. Voilà, non, c'est peut-être pas une coïncidence. Non, je ne suis pas contre l'idée. Mais je dis que il faut voir, chaque chose a sa naissance, sa raison d'être. Le calendrier berger, je ne connais pas suffisamment personnellement. Oui, non, je connais, mais pas suffisamment, je ne veux pas m'avancer. Mais par contre, au niveau des cartes, oui, on a une histoire bien précise et on a de fortes chances justement qu'il y a Gertrude Mockley,
qui est une conservatrice de musée américain qui, au 19e siècle, a fait toute une étude sur les carnavals, voilà, sur les carnavals de la Renaissance, sur ces cours princières et tous ces grands cortèges qu'il faisait régulièrement pour des fêtes, les entrées de personnalités dans les villes, etc., qui étaient des cortèges qui reprenaient exactement les différents thèmes et les personnages qu'on retrouvera sur les cartes à jouer. Ces mêmes thèmes et personnages qu'on retrouvera d'ailleurs dans beaucoup de des fresques que l'on voit dans tous ces grands palais italiens de l'époque. D'où l'erreur d'ailleurs aussi de cette émission de télévision de la 5e chaîne, il y a 15 jours à peu près, qui a montré des fresques dans un château de Cologne et voulait les rattacher à Botticelli et au tarot. C'est le gothique international. Le gothique international, c'était toute une école d'art. Et ils dessinaient tous un peu dans ce même esprit, ces femmes minces, avec ces grandes coiffures, ces cours élégants. On les retrouvera dans les cours de Berry, un peu partout. En Bourgogne, et c'est pas pour ça qu'on peut dire « Ah, ça ressemble au tarot, c'est là, le tarot vient de là ». Non. Enfin, bon. Ouais, j'ai une question. Ouais. Vous nous avez parlé. Donc, et après, on fera notre atelier avec Patricia. Là. Oui. Ça va, voilà. Et donc, je souhaitais savoir, parce que vous nous avez parlé du coup du tarot, de la fonctionnalité du jeu en lui-même, mais l'occultisme, quand est-ce qu'ils sont censés faire de l'occultisme, de l'astrologie, à quelle période? L'occultisme, ça a commencé eh bien, très précisément au XVIIe siècle avec Cour de Guesblen, qui était un historien, un écrivain, 18e, pardon, merci, qui a un peu dans l'esprit encyclopédiste aussi qu'il y avait à l'époque, et il a commencé à en tirer une interprétation égyptienne de ces tarots. Alors, une interprétation, hein, c'est une histoire un peu imaginaire, et puis après lui, il y aura les premiers occultismes comme Éthéla, comme le Normand, et d'autres comme cela Mademoiselle le Normand. Mademoiselle, aussi, voilà, qui développeront la cartomancie avec le tarot, les cartes à jouer, petit à petit, progressivement. Le fin du XVIIIe siècle, c'est la découverte entre guillemets d'Uranus, la grande planète au-delà du septénaire. Et c'est ça qui amène tout ce changement. Certainement. Quand même, voir ça, ça a été une révolution mondiale extraordinaire. Mais on n'en a pas énormément parlé. Vous voyez, ça n'a pas été au niveau. Voilà. Et c'est au XVIIIe siècle que tout a changé en fait. Bon, moi, je vois d'après tout ce que vous dites là, c'est ça. Nous sommes tous en attente de la Nouvelle Jérusalem en fait. Et on est bien d'accord. Si je peux rajouter juste une petite remarque très simple à ce moment-là, c'est à cette époque-là qu'il y aura aussi la fourchette entre le développement d'un côté avec le tarot de Marseille et les usages occultistes et le tarot de comment on appelle ça en allemand, j'ai oublié le nom, c'est les tarots bourgeois qui seront les tarots français que l'on a aujourd'hui pour le jeu de tarot, avec des scènes de la ville, des scènes de la campagne, les saisons. Ça sera le tarot qui sera développé avec la toute-puissance de l'industrie, de la bourgeoisie. On se laïcise de plus en plus. On a besoin de représenter la société moderne d'alors avec toutes les grandes promesses de la science, toutes les promesses de la découverte, hein, les grandes découvertes du 19e siècle, etc. Et alors on aura le développement des tarots traditionnels, cartes à jouer, avec ces thèmes vulgaires en quelque sorte. Et puis en même temps, il y aura une histoire de l'imaginaire qui va se développer, peut-être justement par nécessité, parce qu'il y aura on parle de désenchantement du monde, de choses comme ça, mais en même temps va se redévelopper un monde de l'imaginaire à travers... Pourquoi tu appelles ça l'imaginaire? L'imaginaire, mais c'est très respectable. Hein. C'est Jung aussi, c'est l'inconscient, c'est tout ça. C'est le rêve. Le rêve a une réalité. Et le monde de l'imaginaire, c'est une réalité. Et sa nécessité, je pense, est indéniable.
Moi, je ne minimise pas l'un pour l'autre. Si j'ai laissé entendre, c'est une erreur de ma part. Je ne minimise pas, puisque moi je m'intéresse aussi aux deux côtés, mais je dis il y a une histoire de l'art, et elle est fascinante en elle-même. Et toute cette histoire, c'est une époque charnière, hein, cette époque du XVe siècle, où tout le monde bascule vers quelque chose, vers le modernisme, hein, vers c'est le début du monde moderne, avec le développement de l'hellénisme, de l'hébraïsme. C'est une époque fascinante, très riche au niveau de la réflexion. Voilà, bon, on arrête là. Merci beaucoup. Merci. Et sans plus tarder, on change de cassette, je crois, peut-être, c'est ça. Voilà. On va